La tentative de rachat de Suez par Veolia défraie la chronique depuis quelques semaines. Veolia, premier distributeur d'eau en France, tente de racheter son concurrent Suez pour continuer d'augmenter ses marges pour le plus grand bonheur de ses actionnaires. Bien évidemment, l'État laisse faire et les journaux félicitent cette prise de contrôle de l'eau, notre bien le plus indispensable, par des requins de la finance. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce que sont Veolia et Suez et on va revenir sur le danger de laisser le contrôle de l'eau à des financiers avec la bénédiction de l'État. On verra ensuite qu'une fois de plus, la CFDT était en dessous de tout en validant cette fusion au détriment de tous les Français et même des salariés qu'elle fait semblant de défendre. Suez est un groupe financier créé en 1858 par des banquiers et des barons de l'empire du plus libéral des empereurs, Napoléon III. À l'origine, le groupe voulait créer un canal reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Depuis un siècle, Suez, comme tout groupe financier vivant sur la réussite des autres, essaye de racheter un maximum d'entreprises qui rapportent sur deux aspects, l'énergie et l'eau. L'histoire de Suez, c'est l'histoire d'un gros requin de la finance qui essaye de racheter tous ses concurrents sur le territoire français pour pouvoir se créer un monopole. Suez a été nationalisé en 1982 après l'élection de François Mitterrand sur un programme socialo-communiste et privatisé en 1987, toujours par Mitterrand après son virage libéral. Veolia, c'est à peu près la même histoire que Suez. La Compagnie des eaux de Paris est née à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XVI, qui avait lancé plusieurs réformes libérales sous les conseils de Turgot par exemple. Pour ceux qui aiment l'histoire, au XVIIIe siècle, le roi décidait du prix du grain. Les physiocrates, qui étaient un peu les ancêtres des néolibéraux, ont convaincu Louis XVI de laisser libre le prix du grain parce que le marché allait le réguler tout seul. Louis XVI, qui avait 20 ans à l'époque, s'est laissé convaincre et a validé l'édit de Turgot, qui a libéralisé le prix du grain. Évidemment, ce sont ces mêmes physiocrates, qui étaient des nobles et des bourgeois, qui ont tout de suite spéculé sur le grain, fait des réserves pour le vendre plus cher et déclenché les grandes famines qui ont mené à la Révolution française. Finalement, c'est Louis XVI qui s'est fait couper la tête. Les physiocrates, eux, continuent de diriger toute la pensée économique depuis 2 siècles, en évoluant vers le libéralisme et le néolibéralisme. La privatisation de l'eau, ça n'est qu'une des nombreuses idées stupides mises en place sous les conseils des libéraux. Après Louis XVI, l'ancêtre de Veolia, la Compagnie des eaux, a continué à se développer avec la bénédiction de Napoléon III, en obtenant un contrat extrêmement juteux de la ville de Lyon. Elle est alors devenue la Compagnie Générale des Eaux. La suite on la connaît, l'histoire de Veolia, comme Suez, a été ponctuée de nombreux rachats sur les domaines de la distribution de l'eau, du traitement des déchets et de l'énergie. Ces deux groupes détenus par des financiers ont quasiment fini de créer le but ultime de la finance, créer un monopole. En absorbant toute la concurrence, on peut fixer le prix qu'on veut et faire un maximum de bénéfices. Concernant la distribution de l'eau en France, il n'y a aujourd'hui plus que Veolia qui a 40% du marché de la distribution de l'eau, Suez qui en a 20%, la SOR qui est aussi détenue par des financiers qui en a 10%, et les régies de l'eau des communes et des intercommunalités qui gèrent les 30% restants. Si Veolia et Suez fusionnent, ils auront 60% des contrats et la quasi-totalité de ce qui n'est pas en régie. Autant dire qu'ils seront quasiment libres de faire ce qu'ils veulent. Veolia a lancé ce qu'on appelle une opération publique d'achat sur son concurrent Suez. Une OPA, c'est quand un groupe annonce qu'il va acheter les actions d'un autre groupe. Il prévient qu'il va acheter plus cher que le prix du marché. Il espère ainsi en rafler suffisamment pour devenir majoritaire et prendre le contrôle de son concurrent. Veolia espère ici rafler les parts de Suez détenues par Engie. Le problème d'une OPA, c'est qu'il s'agit toujours de casser la concurrence. Avant l'OPA, on a plusieurs entreprises et après, on n'en a plus qu'une seule. Normalement, c'est le moment où interviennent l'État et même l'Europe pour interdire ces fusions au nom de la sacro-sainte concurrence. Rappelons que c'est toujours au nom de la sacro-sainte concurrence que sont privatisés tous les services publics. Donc d'un côté, on dit qu'il faut faire de la concurrence pour pouvoir vendre et dire qu'il faut arrêter les monopoles publics. De l'autre côté, quand ce sont des requins de la finance qui fusionnent pour créer un monopole privé, pas de problème. On voit le gouvernement changer de vocabulaire pour parler de géants de la transition écologique. Et tout ça est bien gentiment repris par la presse française, toujours au garde à vous pour le pouvoir. Il faut bien avoir en tête que la distribution de l'eau, ça n'est à aucun moment un marché concurrentiel. Aucun citoyen en France n'a le choix sur son distributeur d'eau. Vous n'avez pas 25 tuyaux qui arrivent chez vous et vous branchez le robinet sur lequel vous voulez.
Ça serait complètement stupide. Dans 30% des communes françaises, c'est la commune ou l'intercommunalité qui gère l'eau. Ce sont donc les citoyens élus qui décident du prix de l'eau, du nombre de personnes qu'il faut pour s'occuper du réseau, des tuyaux, de l'entretien, des réparations, de nouveaux raccordements et du reste. Dans ces 30% des communes, les citoyens ne dépendent pas de décisions des marchés financiers, mais décident ensemble de la politique à mener pour leur gestion de l'eau. Pour les 70% de communes qui restent, ce sont les maires ou les présidents d'intercommunalités qui délèguent la distribution de l'eau à l'un des 3 groupes qui sont sur le marché, Veolia, Suez ou la SOR. Ensuite, tous les habitants de ces communes ou de ces intercommunalités sont obligés de passer par ce groupe pour avoir accès à l'eau potable. Et quand vous voyez les milliards que Veolia est prêt à mettre sur la table pour acheter Suez, vous vous rendez compte des marges colossales qui se font sur ce sujet. Les bénéfices sont colossaux puisque de toute façon, personne ne peut se passer d'eau. Et donc une fois qu'un groupe a gagné le marché sur une commune ou une intercommunalité, il a l'assurance que tous les habitants vont être obligés de passer par lui pour la distribution d'eau. Normalement, ces marchés sont régis par le Code des marchés publics. Dans les faits, les 3 groupes se sont fait épingler de nombreuses fois pour leurs activités de lobby à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, les députés sont aussi des élus locaux et si ces groupes dépensent des centaines de milliers d'euros tous les ans en organisant des petits séjours bien sympathiques appelés séminaires avec des bons repas et des activités sympas, c'est pas pour la beauté du geste ou la grandeur de la République, mais bien pour gagner des marchés. Donc il n'y a quasiment plus aucune concurrence en France, puisqu'il ne reste que 3 groupes qui ont déjà absorbé tous les autres petits depuis un siècle avec la bénédiction du pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement se félicite de la fusion des 2 plus gros distributeurs pour former un monopole privé, pendant que dans le même temps, il casse les services publics pour justement casser les monopoles publics. Ça montre une fois de plus que le gouvernement ne fait que se cacher quand ça l'arrange derrière l'idéologie libérale pour permettre à des financiers de prendre le contrôle des biens publics. Pour l'eau, c'est ce qu'on peut faire de plus grave car c'est la ressource la plus vitale qui tombe aux mains des financiers. Pour acheter les actions de Suez, Veolia va faire appel à des fonds d'investissement. Autrement dit, il va emprunter des milliards sur les marchés financiers. Ces milliards, il faudra bien les rembourser et donc mécaniquement, ça aura un impact sur les prix. Un monopole augmente déjà mécaniquement ses prix, puisque comme il est tout seul, il fixe le prix qu'il veut. Mais en plus, un monopole endetté, ce sera facile pour lui de justifier qu'il a besoin d'augmenter ses prix. Et en plus, en fusionnant avec Suez, le groupe Veolia n'a aucune raison de garder tous les salariés qu'il aura en doublon. Il n'a aucune raison de garder des doublons de services RH, de services de facturation, de paye, ou bien de doublons d'antennes sur les territoires. Le total des suppressions d'emplois du nouveau groupe devrait avoisiner les 10 000 postes, dont 4 000 en France. La fusion, ce sera donc un endettement pour acheter des actions qui va profiter à des requins de la finance, une augmentation du prix au détriment des usagers qui va profiter encore à la finance, et de très nombreuses suppressions de postes qui va faire des emplois pour augmenter les marges et encore profiter à la finance. La finance est gagnante partout, les citoyens nulle part. Avec cette fusion, la CFDT rajoute une ligne dans toute l'histoire de ces trahisons de la République, des citoyens et des salariés en général. En effet, le conseil d'administration d'Engie a validé la vente avec 7 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions. Les 2 abstentionnistes sont les 2 représentants de la CFDT qui, en quittant la salle, valident la vente au détriment de tous les autres. La CFDT reste ainsi conforme à son positionnement depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui consiste à utiliser le collectif pour son bénéfice personnel. Si on remonte un peu en arrière, après la Deuxième Guerre mondiale, syndicalement, c'est la CGT qui tient tout. La CGT a une conception politique du syndicalisme. Ils n'ont pas un projet de défense des individus, mais un projet de société. Ils utilisent la puissance du collectif des travailleurs pour mettre en place un projet de société. À cette époque, des envoyés spéciaux de la CFDT vont aux États-Unis en pleine guerre froide pour convaincre les mécènes américains de financer leur syndicat pour lutter contre la CGT, qui pour eux représente le communisme. Vous pouvez consulter les archives de la CFDT en ligne, ils se vantent d'avoir ramené plein de fric dans les années 60-70. Ce fric a permis de financer des campagnes de la CFDT qui sont allées partout en France monter des sections syndicales dans les boîtes où il n'y en avait pas en promettant aux salariés de les défendre individuellement et ainsi petit à petit devenir le syndicat majoritaire non pas en nombre d'adhérents mais en nombre de sections syndicales dans les entreprises. Le but de la CFDT, ça n'est pas de faire des lois universelles pour défendre tout le monde sur la même base, mais bien au contraire de les limiter au maximum pour pouvoir défendre
individuellement les copains. Ils pratiquent en plus ce qu'on appelle le syndicat jaune. Dans les entreprises où il n'y a pas de section syndicale, bien souvent, le patron désigne quelques copains qui pourront valider toutes ses décisions. Dans ces cas-là, la CFDT accepte toujours d'accompagner ces fausses sections syndicales, ce qui lui permet d'avoir plein de sections partout. Aujourd'hui, les salariés d'Engie savent de quelle couleur sont leurs représentants syndicaux. En conclusion, la seule manière d'être libre en France concernant l'eau, c'est de créer une régie de l'eau dans sa commune. Si votre commune ou votre intercommunalité dépend d'un des 3 groupes tenus par des financiers, vous savez que votre argent sert à engraisser le monde de la finance. Vous êtes déjà perdant et la fusion Veolia-Suez va probablement encore empirer les choses. Sachez qu'il y a aussi certainement quelqu'un quelque part qui reçoit des cadeaux des lobbies et que ça va être une sacrée bataille pour changer. Enfin, si vous êtes syndicaliste CFDT, soit vous cautionnez la casse sociale, les privatisations, les avantages pour les copains depuis 50 ans, soit rendez enfin votre carte. Vous avez plein d'autres choix si vous voulez vous syndiquer.